peut-être commencer sur cette belle image. Voilà, donc, vous voyez que c'est un projet qui est parti de la santé, mais qui travaille bien sûr aussi sur l'alimentation, hein. Vous voyez autour de ce bébé tout ce qu'on aimerait pour notre bébé. Alors, bien sûr, il y a de l'alimentation biologique, circuit court, mais il y a aussi d'autres produits qui sont bons pour l'enfant, hein. Et donc, vous voyez par positif tout ce qu'il faudrait qu'on puisse mettre autour de l'enfant pour qu'il se développe en bonne santé. Vous voyez que c'est un projet qui est soutenu par la ville, mais aussi maintenant, dans un deuxième temps, par l'Agence régionale de santé, hein, qui donc est notée, par le régime local d'assurance maladie, qui est une complémentaire santé spécifique Alsace-Moselle, et puis par la caisse primaire qui ne finance pas, mais qui nous aide en termes de communication vers les femmes enceintes. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc voilà un petit récapitulé sur les perturbateurs endocriniens. Vous savez, ça fait depuis 1991 quand même qu'on a défini ce que c'était, mais je le rappelle là, hein, c'est en fait toute la chimie qui nous entoure, bien sûr les pesticides, mais pas seulement. Beaucoup d'autres produits dans le plastique, dans les produits d'entretien, dans les produits cosmétiques. Et donc ces produits chimiques, dont les pesticides, vont agir en faisant croire à notre organisme qu'ils sont donc des hormones, et donc ils vont perturber le fonctionnement des hormones. Donc vous voyez ce que ça donne sur les adultes, vous voyez ce que ça donne sur les enfants, les cancers hormonodépendants, les maladies qui dépendent des hormones, notamment les troubles de l'attention, les troubles thyroïdiens, l'obésité, la puberté précoce. Voilà. Et donc vous voyez que c'est quelque chose qui est dans notre environnement et qui a des effets sur la santé très, très importants, avec des niveaux de preuve qui sont très forts. Et le dernier petit élément en dessous, c'est l'existence de fenêtres d'exposition, c'est-à-dire qu'on est tous sensibles aux perturbateurs endocriniens, donc on est tous sensibles à cela, mais il y a 3 périodes où on est plus sensible, c'est la vie fœtale, c'est la petite enfance et la puberté, puisque c'est des moments où les hormones se développent de façon très importante. On peut prendre la slide suivante. Voilà, donc, c'est juste des éléments de preuve, hein, scientifiques, et qui montrent que quasi la totalité des femmes françaises aujourd'hui, même mondiales, on pourrait le dire, hein, c'est une slide du réseau Environnement et Santé, sont malheureusement en contact avec là, les phtalates, hein, qui sont les produits qu'on trouve dans le plastique notamment, et qui vont avoir des troubles pour l'enfant à venir, mais aussi ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que ces éléments vont pouvoir se transmettre aussi dans l'hérédité à venir. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très important, hein. Notamment une étude a montré, on peut montrer la slide suivante, je crois que c'est cela après, allez-y. Voilà, donc ça montre un peu comment on a mis cela en place, hein, donc notamment au niveau politique, en l'inscrivant dans la charte villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. De nombreux collègues l'ont fait également. On a commencé Paris et nous au départ en 2018, mais maintenant il y a énormément de départements, de régions, de villes qui l'ont fait. Donc ça nous a permis de nous lancer. On anime aussi un groupe de travail sur les perturbateurs endocriniens dans le cadre du réseau français des villes santé de l'OMS avec Paris, qu'on avait commencé par une première expérimentation. Donc, on a lancé le dispositif avec la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, en 2023. Le Covid nous a un peu ralenti dans notre objectif, qui était un objectif de la maire dans sa campagne de lancer ce dispositif. Et puis, on a pu, dans un premier temps, déjà suivre 800 femmes. Et là, on a maintenant un budget pour 1500. On sera peut-être pas autour de 1500, mais on sera sans doute autour de 1000 à 1200 femmes qui, chaque année, peuvent avoir ce dispositif. Voilà. Slide suivante. Voilà, donc ça montre un peu comment ça fonctionne avec nos différents services, notamment on parlait toujours de la commande publique, bien sûr que c'est très important, hein, la commande publique dans ce dispositif-là. Il y a une ordonnance qui est faite, ce que ça s'appelle ordonnance verte, donc une ordonnance qui est faite par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme. On a un justificat du quotient familial, puisqu'on a ce qu'on appelle une durée solidaire. Les personnes qui ont plus d'argent ont 2 mois de panier bio circuit court gratuit. Les autres en ont 5 mois ou 7 mois si on est plus pauvre. Inscription sur Internet, mais aussi des permanences téléphoniques pour permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier
du dispositif. Slide suivante. Voilà, peut-être que je donne la parole à Antoine. Juste, je vais faire la toute petite partie là. Donc, en fait, il y a deux séquences. Il y en a une qui sont des ateliers de sensibilisation, qui sont donc de l'éducation, promotion à la santé, où on dit comment vivre la grossesse sans perturbateurs endocriniens. Donc, c'est très pratique, hein. C'est bien sûr manger bio, circuit court, mais c'est plein d'autres choses aussi, hein. Moins de plastique, cosmétiques adaptés, attention aussi aux produits d'entretien. Et puis une autre qui est vraiment centrée sur comment je repense mon assiette avec mon bébé, pour la planète. Antoine, je te donne la parole là, sur les Oui, paniers. alors en fait, ce projet d'ordonnance verte de panier bio pour les femmes enceintes, c'est la rencontre de deux politiques. Donc c'est la politique de santé que vient de présenter Alexandre Feltz. Et puis on pense aussi à la santé évidemment des travailleurs agricoles, hein, ce qui est aussi important dans le processus, et de la politique alimentaire et agricole en général, et notamment le travail que je porte de mon côté, plus auprès des professionnels et puis du grand public, mais hors grossesse et hors tout ça, où on essaie de sensibiliser, de faire monter le territoire en qualité sur ce qui est produit dessus et puis la saisonnalité, avoir un territoire plus nourricier, parce qu'on est un territoire très céréalier pour des productions pas du tout bonnes pour la santé, hein. On a beaucoup de maïs en Alsace qui part plutôt dans des produits ultra transformés, etc. Donc, qui est vraiment, ou des sodas, ou des choses vraiment pas bonnes pour la santé, surtout que ça n'a pas dit là, on a des gros soucis d'obésité infantile ou de choses comme ça. Donc, on a à cœur, que ce soit dans les cantines ou par ce projet-là, de stimuler l'écosystème agricole local. Quand je dis local, c'est on est à minima sur le département ou Alsace, puis un peu Grand Est aussi sur les cantines. On considère que ça reste encore local, on est à moins de 150, 200 km. Et on crée des marchés pour que les producteurs puissent être confortés dans leur modèle économique et faire baisser aussi les prix par ailleurs pour le grand public. Donc, une partie de mon boulot est de faire en sorte qu'on ne demande pas des choses que le territoire ne peut pas faire ou ne peut pas offrir. Et notamment, ces paniers bio locaux pour les femmes enceintes sont le fruit de filières locales bio. Et aussi, on essaie de développer des nouvelles filières. Par exemple, on commence à proposer des légumineuses aussi. On a une filière locale légumineuse qu'on accompagne. C'est un gros travail de fond partenarial. On essaie d'intégrer ça aussi dans les paniers. Alors, je ne sais pas si on y est déjà, mais je crois que oui. Des lentilles bio, des choses comme ça. Donc, on essaye de travailler avec les agriculteurs pour qu'ils proposent, pour adapter chaque semaine à la saisonnalité, etc., quoi. Et c'est aussi pour cela que c'est important d'avoir un accompagnement humain au moment où on donne le panier, puisque souvent on va donner des paniers contenant des produits que les gens ne connaissent pas forcément. Donc ça s'accompagne aussi de conseils de préparation. Par exemple, tout le monde ne sait pas cuisiner le poireau, tout le monde, enfin voilà, pareil, les légumineuses, bon exemple. Donc c'est important d'avoir un moment, un intermédiaire humain dans la chaîne. Voilà. Donc sur la slide suivante. Oui, voilà. Et puis Alexandre avait déjà détaillé là les coefficients selon coefficient familial. Voilà. Je te laisse reprendre la main peut-être. Non, on t'entend pas. Voilà, oui, je disais Oui. des éléments financiers, c'est un investissement fort, hein, de la ville de Strasbourg, près de 650 000 euros, même si on a des cofinancements maintenant, comme je vous l'ai montré en introduction, par l'Agence régionale de santé et le régime local, mais ça reste quand même un investissement important et avec un développement à Ferme Saint-André, Jardin de la Montagne Verte, surtout Ferme Saint-André, de création d'emplois, notamment de l'économie sociale et solidaire, notamment de l'insertion, notamment de la proximité. Donc il y a une logique économique aussi, bien sûr, très forte. Madame la maire, qu'on voit là remettre le panier, avec Antoine d'ailleurs, qui est aussi sur la photo et moi un peu plus derrière dans l'ombre. Cet engagement-là, elle est aussi essentielle pour notre territoire, hein. Vous savez les difficultés aujourd'hui pour l'agriculture biologique. Et Madame la maire disait qu'elle était à un congrès où on disait que voilà, c'était une bonne nouvelle pour la filière, bonne nouvelle pour la santé, bonne nouvelle pour la filière, mais c'est aussi une façon pour la collectivité de développer ces circuits courts d'alimentation biologique. On peut passer à la slide suivante.
Voilà, donc là, c'est juste pour vous dire qu'on essaye d'être au plus près des habitants, puisque l'objectif, c'est de toucher tout le monde, également les gens dans les quartiers populaires de notre ville. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc ça, c'est une évaluation qui est faite. C'est assez impressionnant, hein, les capacités des personnes ayant informé de changer de pratique. Alors, sur la question de l'alimentation biologique, près de 90% dit je voudrais continuer à manger comme cela. Je ne sais pas si vont pouvoir le faire, hein, pour plein de raisons de résistance que vous connaissez, mais quand même, quoi, on voit que lorsqu'on donne les informations en lien avec la santé et l'environnement, on a quand même une bascule massive des personnes sur leur pratique. On peut passer à la slide suivante. Je vais juste compléter sur cette Ouais, partie vas-y. que, par ailleurs, dans le reste de nos politiques municipales, on crée les points de rencontre pour tous les publics avec les produits bio et locaux. Et je parle aussi en quartier prioritaire. On parlait tout à l'heure de VRAC. Nous, on a, je crois, 9 ou 10 groupements VRAC sur Strasbourg. On a des coopératives d'achat mutualisées qu'on favorise, qu'on accompagne. On a les cantines scolaires. Voilà, on a pas mal, c'est-à-dire qu'on donne l'appétence, on donne aux gens l'envie de s'y mettre, et après on leur donne les moyens adaptés le plus possible à leur budget pour qu'ils puissent après continuer. Mais évidemment, ça c'est une autre politique. On t'entend plus. Remis votre micro. Oui. Voilà, je reviens. Donc, on voit là maintenant les chiffres. Vous voyez, donc 1700 bénéficiaires. Souvent, je dis, avec les coparents, ça fait 3400. Avec les familles, les amis, les enfants, on est à des milliers de personnes, hein, qui sont sensibilisées. Donc, c'est quelque chose de très puissant sur le territoire. Aussi, des professionnels de santé, vous voyez, plus de 250 professionnels de santé, gynécologues, médecins généralistes, sages-femmes. Ça aussi, bien sûr, c'est très puissant puisque certains n'ont pas l'information, on va dire, aussi nourrie que la mienne en termes scientifiques et d'engagement politique. Mais par cette tendance verte, ils participent à cela. Ils ont des retours, donc c'est aussi des leviers très forts, hein. Vous savez, voilà, la puissance que ça peut avoir. Et donc, c'est aussi quelque chose de tout à fait important, cet engagement des professionnels de santé. Et puis, donc, ces séances de sensibilisation. Et vous voyez que ça, on est très content parce que souvent, ces dispositifs ont du mal à toucher les personnes plus éloignées financièrement et culturellement de ces questions. 30% ont un quotient familial inférieur à 957. C'est très, très faible, hein, 957. Hein. C'est notamment des gens qui n'ont même pas le SMIC, des gens qui ont le RSA, des gens qui ont des revenus très faibles, minimum sociaux. Donc ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. Et 13% qui vivent dans les quartiers politiques de la ville. Donc ça, c'est une attention qu'on a très particulière, bien sûr, à toucher tout le monde, et c'est le cas. Voilà, slide suivante. Alors, peut-être avant de dire cela, juste parce que il n'est pas complètement complet là, ce PowerPoint, on a subventionné, parce que ça me semble vraiment quelque chose d'assez intéressant, un professeur qui s'appelle Madame Matelin, Carole Matelin, qui est une professeure de gynécologie, de scénologie, spécialisée dans le cancer du sein, avec un autre dispositif qui s'appelle le territoire de santé de demain, que je porte avec Anne-Marie Jean, vice-présidente en charge du développement économique. Et elle a une cénothèque de cancer du sein dans les 30 dernières années. Et donc, elle cherche sur ces cancers les métaux lourds, les pesticides, les PFAS autour des cancers du sein. Et elle en trouve beaucoup. Elle en trouve beaucoup. Donc, on pense aujourd'hui que plus de 50% des cancers du sein sont liés aux pesticides, aux métaux lourds et aux PFAS. Sachez que le cancer du sein la France est le premier pays en termes de nombre de cas, en tout cas de pourcentage de nombre de cas au monde, en fait. Hein. Ça serait, s'il y avait un seul argument pour arrêter l'agriculture aux pesticides, ça serait celui-là, en fait. Hein. Et notamment, alors ça c'est aussi intéressant par rapport à l'image mondiale de notre agriculture déraisonnée, elle retrouve des pesticides qui ne sont plus commercialisés en France depuis des années.
mais qui sont produits en France. Je ne sais pas si vous avez vu ça d'ailleurs, un article du Monde qui montre qu'en fait en France, on peut produire certaines molécules qui sont interdites à la vente, mais on peut le vendre à d'autres pays. Et notamment, on le vend au Brésil et on le vend au Maroc. Et en fait, les personnes qui mangent ces produits, notamment les fruits, en fait, importent en même temps les pesticides interdits dans nos pays depuis plusieurs dizaines d'années et ont donc des cancers du sein liés à ces pesticides. Vous vous rendez compte la folie dans laquelle on est, de ce libéralisme débridé, dans cet hyperproductivisme qui n'accepte aucune réglementation. Voilà, donc c'est des choses qui sont complètement invraisemblables et qu'on maintenant on a les preuves scientifiques de cela. On a aujourd'hui des femmes qui ont des cancers du sein, bien sûr avec des pesticides actuels, parce qu'il y en a encore un petit peu, mais avec des pesticides qui sont interdits en France et en Europe, mais avec ces produits importés aux pesticides de ces pays-là, notamment le Maroc et le Brésil, eh ben, ils sont victimes de cela. Donc vous voyez qu'il y a une dynamique importante en France, voire aussi d'ailleurs en Europe, à Genève, dans le Nord des pays européens, mais aussi au Québec, sur ce dispositif-là. Et chaque jour, on apprend de nouvelles. Donc il y a une vraie dynamique. Aussi avec les médecins qui luttent contre les pesticides. Voilà, il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui pour que ce dispositif se généralise. Et notamment, on fait encore plus d'évaluations pour essayer de montrer avec l'INSERM l'impact sur la recherche notamment des pesticides des phtalates dans les urines des femmes qui bénéficient du dispositif. Et puis Sandra Regold, députée Europe Écologie Les Verts, qui est là aussi avec Antoine Neumann, a déposé un projet de loi qui pour l'instant n'a pas été, on va dire, soutenu et mis en œuvre, mais il existe. Il y a un projet de loi qui existe pour le généraliser en France. Si certains collègues ou techniciens travaillent dans les conseils départementaux, il est sûr que la PMI, la protection maternelle et infantile, qui s'est fondée sur l'hygiène et la santé, notamment sur les questions des vaccinations et la protection des mères et des enfants, doit aujourd'hui s'engager dans la santé environnementale. Et donc, on pourrait, dans cette loi, demander au PMI de prendre en charge cela et puis demander au département qu'au minimum, toutes les femmes enceintes de leur territoire aient un dispositif qui permet au moins de leur donner les informations sur les risques durant leur grossesse. Voilà, slide suivante, je crois que c'était la dernière. Oui, voilà, donc on peut rester sur la slide antérieure peut-être pour la discussion. Voilà. Voilà, on est à votre disposition. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Ça fait deux témoignages quand même positifs en termes de démarche et sur l'aspect, vous parlez de puissance du dispositif, mais on imagine bien qu'effectivement, la sensibilisation sur ces thèmes-là et la possibilité de préconiser des paniers bio via une ordonnance. C'est-à-dire que là, on a une préconisation médicale et je pense que pour les femmes enceintes, c'est quand même ça a un poids de pouvoir avoir une préconisation qui vient de la sphère médicale. Donc, Frédéric, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, il y avait une question concernant les films plastiques sur les emballages pour de la restauration scolaire. Après, Oui, bien sûr. Donc en fait, toute l'alimentation tout le plastique qui est en contact avec l'alimentation peut transférer les bouteilles d'eau en plastique, par exemple, mhm. notamment quand elles sont chauffées, mais quand elles ne sont pas chauffées, elles peuvent aussi. Donc, bien sûr, l'idéal, c'est de pouvoir avoir de l'alimentation qui n'est pas en contact avec le plastique de façon générale, les phtalates de façon particulière. Alors, il y a des plastiques moins dangereux que d'autres. Vous savez qu'il y a des classifications sur les plastiques. Mais de façon générale, par exemple à Strasbourg, on est passé du plastique à l'inox, on n'est pas encore à 100%, mais on est à 90%. Voilà. Donc il y avait une question scientifique. Alors moi j'ai plein d'études qui donnent ces éléments-là, mais on pourra. Le réseau environnement et santé, vous pouvez aller sur leur site. Ils donnent énormément de preuves scientifiques sur notamment cancer du sein, cancer de la prostate, sur aussi maintenant les prématurités. Voilà, il y a énormément de papiers scientifiques. Je vous en ai donné un qui est en cours de rédaction sur les cancers du sein. Voilà, donc après les études, il faut toujours voir
qui les mandatent, qui les payent, voilà, comment elles sont mises en place. Mais clairement, aujourd'hui, sur perturbateurs endocriniens et cancers hormonaux dépendants, il y a une multitude d'études françaises, européennes, qui montrent qu'il y a un impact majeur. Alors, c'est plurifactoriel, toujours, hein, ces questions. Donc, bien sûr, il y a aussi d'autres raisons que les perturbateurs endocriniens, mais quand même, dans le cancer du sein, même les scientifiques non engagés politiquement et non engagés pour le bio sont obligés de dire qu'au moins 50% des cancers du sein ont une origine environnementale, qu'elle soit, comme j'ai dit, hein, pesticides, PFAS, métaux lourds, voilà, mais que cette question-là n'est plus en débat, et l'explosion des cancers du sein dans les pays dits développés montre cela, hein, c'est-à-dire plus on a de chimie, plus on a de pesticides, plus on a de plastique, plus on a de cancers du sein. Une autre question qui concernait pourquoi l'ITAB n'a pas pu Ouais, mettre en je viens d'y évidence. répondre là. J'y Ah, ai d'accord. répondu C'est en parce disant qu'on je ne avait sais pas cette le. étude-là, Je mais voyais il y que en a plein Rodolphe d'autres était et toujours en ligne, en fait. On a l'ITAB qui était présent tout à l'heure et on a Rodolphe Vidal qui était présent et c'était l'occasion peut-être pour lui de répondre. Je ne sais pas s'il est toujours là. Je suis toujours là, mais du Ouais. coup, c'est vrai que j'ai pas tout écouté, donc je veux bien que vous répétiez la question si je peux y répondre. Désolé. En gros, c'est en lien avec l'intervention de Monsieur Feltz sur le lien entre les différentes pathologies et l'exposition aux comment, perturbateurs endocriniens et autres. La question était de La savoir personne pourquoi disait l'étude de que l'ITAB ouais, n'a n'avait pas pas mis mis, en n'avait pas- évidence l'influence des PE sur les cancers hormonodépendants. Hormonodépendant, ouais. Effectivement, Comme- bah, nous on l'a traité, enfin, on l'a traité. On a essayé de voir s'il y avait des publis là-dessus par rapport aux pesticides. Il y a quand même beaucoup de molécules, des substances actives phytosanitaires qui sont en cours d'évaluation ou qui sont évaluées comme étant perturbatrices endocriniennes. Par contre, on n'a pas assez de recul pour savoir quels sont les effets sur les pathologies. Euh, je pense qu'il va falloir un petit peu plus de temps. En fait, il y a beaucoup de molécules qui sont en cours d'évaluation pour voir si elles sont, au niveau réglementaire, classées en perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'espère que je suis un... Alors, c'est hyper compliqué cette question parce que elle est bien sûr scientifique, elle est aussi réglementaire, hein, si vous voulez, hein. Voilà, il y a C'est ça. une bagarre énorme au niveau de l'Europe, hein, pour empêcher la reconnaissance de produits en perturbateurs endocriniens. Mais je veux dire, aujourd'hui, le faisceau de preuves scientifiques est largement suffisant pour qu'on ait au moins un principe de précaution, si vous voulez, hein. Quand je parlais du cancer du sein, ça doit quand même interroger, quoi, hein, qu'on soit le premier pays au monde en cancer du sein, dont on sait qu'une grande partie est liée aux perturbateurs endocriniens et sans doute aussi aux pesticides, et qu'on est de nouveau, on est un des pays qui utilise le plus de pesticides. Quand même, il y a en tout cas un faisceau de preuves scientifiques qui est énorme et qui devrait nous engager à protéger au moins nos femmes enceintes. Donc, quand passe l'ordre des médecins et l'ARS, l'ARS nous soutient, donc un peu en deuxième intention, mais elle nous soutient. L'ordre des médecins, bon, on travaille avec eux, il n'y a pas de difficulté majeure avec cela. Et puis, elle est restée aux femmes de la ville, pour l'instant, de Strasbourg, pas de la métropole. Et donc, pour l'instant, c'est un projet municipal. Donc, ce sont les concitoyens, les citoyens qui vivent à Strasbourg, mais voilà, il y a une volonté de ma collègue François Chetzel, vice-présidente en charge de la santé, d'essayer de l'élargir, en sachant qu'on a une spécificité. Nous, on a la compétence PMI sur notre territoire de Strasbourg. C'est lié à notre histoire. Ailleurs, ça serait plutôt au département, il me semble, à porter cela, puisque eux, ils ont la compétence de protection, hein, vous voyez, maternelle et infantile. C'est pour revenir à... Voilà, on est quand même là dans de la protection. Et donc, c'est vraiment essentiel de protéger les femmes enceintes des pesticides et des perturbateurs endocriniens en général. Ouais, si je peux juste compléter politiquement, ce programme des ordonnances vertes et tout le reste de notre politique agricole et alimentaire, et je dirais à l'image de ce qui se fait dans toutes les villes où il y a des écolos dans l'exécutif, ou alors d'une sensibilité écolo dans l'exécutif, coûte cher. On est très haut sur le bio, par exemple, dans les cantines, sur le bio local. On est très haut sur le bien-être animal, sur plein de marqueurs, sur l'inox, sur la sortie du plastique, etc.
C'est des choix politiques qui se font évidemment au détriment d'autres choses. Mais je vous donne un exemple. Là, l'autre fois, je parlais avec quelqu'un de l'équivalent du département chez nous, qui est la fusion de 2 départements, qui me disait, ah, mais comment vous faites pour financer ça? Je fais, bah, vous avez votre politique agricole et alimentaire, c'est d'inviter les étoiles Michelin, la cérémonie des étoiles Michelin. Je pense que ça coûte bien plus cher que de distribuer des paniers bio aux femmes enceintes. C'est des choix politiques. Nous, on pense que l'avenir du territoire passe par mettre des moyens supplémentaires, sans coût supplémentaire pour les usagers, au service de l'écosystème alimentaire et que c'est tout le territoire qui en bénéficie au final. Donc c'est très assumé, ça coûte de l'argent et ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on ne fait pas. Mais il faut l'assumer.